Bonjour à tous, bienvenue sur Behind, le podcast des métiers de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission avec Lola Barcelona Bonjour. et on va découvrir un peu plus en détail quel est ton métier, quelle est ton expérience, un peu ton parcours. Est-ce que tu peux déjà te présenter auprès de notre audience? Du coup, moi je m'appelle Lola Barcelona, c'est pas mon vrai nom de famille, mais je vous passe le vrai nom de famille. Du coup, moi mon métier c'est d'écrire des films et des concepts photos, dont toute la direction artistique et le visuel se racontent à travers des décors que je fais à la main. Donc c'est assez global. Ouais, t'as de la conception, de l'écriture et C'est tout, ça. c'est assez large. Ouais. Ouais, en termes de nombre de métiers, ça englobe pas mal de choses. Ça regroupe, en gros, si on devait donner une étiquette, en tout cas dans les secteurs de la publicité, ça regroupe conception-rédaction, qui est donc l'art d'écrire des concepts, des scénarios, même parfois des voix off, même si ça c'est moi ma partie. La direction artistique, où là c'est tout ce qui a trait au visuel, aux textures, aux matières, à comment c'est éclairé, quel genre de pose, d'attitude, etc. Enfin, l'univers global. Ouais. Production design, où là c'est comment on traduit un espace, une situation à travers des décors. Et set design qui est du coup le design de ces décors. Et après, il y a aussi tout ce qui est making, donc la construction, etc. etc. Ah, ça fait pas mal de choses. Hein. C'est assez global, ouais. Ouais. Et comment est-ce qu'on arrive à faire autant de métiers que toi, tu vois, c'est quoi ton parcours pour en arriver là un peu? Moi, du coup, comment on en arrive à faire autant de métiers sans avoir un trop gros syndrome de l'imposteur, même si clairement, on l'a toujours, je pense. En gros, moi, j'ai commencé les beaux-arts à l'âge de 4 ans, à Calais. Et ouais, grave, c'est grave tôt. Ouais. Mais du coup, à cet âge-là, c'est pas diplômant, c'est pas des beaux-arts diplômants, c'est plus de 4 à 8 ans, c'est de l'initiation à la couleur, au volume. Après, c'est de l'initiation à tout ce qui est matériaux, donc autant du bois que du textile, etc. etc. Et j'avais aussi des cours d'histoire de l'art. Et ensuite, j'ai fait un bac art-p. Donc ça, tu as 8 heures d'art durant le lycée. Après ça, j'ai visé du coup les grandes écoles d'art à Paris, Duperrey, Estienne, Olivier de Serres, que j'ai pas eu. Donc je me suis retrouvée en fac d'art-p. Okay. Je me suis ennuyée, donc j'ai bifurqué en école de communication marketing. Je sais pas trop pourquoi, je crois c'était en me disant je vais aider les artistes vu que visiblement je peux pas être artiste. Et en sortant du diplôme, c'était un peu la traversée du désert. J'ai fait pas mal de jobs alimentaires, j'avais fait beaucoup de stages en galerie, en musée, enfin dans les secteurs purement artistiques. Je savais même pas que le terme audiovisuel existait. Genre j'ai découvert le terme à 26 ans je crois. Ah ouais. 24 pardon. Je me suis pris pour plus jeune que j'étais. À 24 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été fan des films d'animation, du stop motion, des choses faites à la main. Et à l'époque, donc quand j'avais 23-24 ans, la démocratisation de la 3D, elle arrivait vachement. Il y avait de plus en plus de 3D et c'est une esthétique que j'aimais pas du tout d'un point de vue graphique. En revanche, je trouvais ça super, le fait de pouvoir créer des univers qui n'existent pas. Oui. La 3D a permis ça avec très peu de moyens, en tout cas. Beaucoup moins que de construire des décors. Ça revient moins en cher mode- que de construire un décor de C'est ça. ouf. Et en fait, tout est un peu remonté, les clips de Gottener, de Yel, les films de Michel Gondry. Et je me suis rendu compte qu'en entrant en communication, j'avais un peu oublié toutes mes références artistiques, cinématographiques, etc. Et du coup, je me suis dit, ce serait super de faire ça comme métier. Ça serait pas déconnant avec la com, parce que dans la com, ils ont besoin de vidéos et tout. Et j'ai trouvé la seule agence en France qui était à Lille. Yes. À l'époque, Parfait. Maintenant il y en a plein des agences comme ça, mais Oui. pas plein, non, pas tant. Qui faisait en fait des films commerciaux, un film commercial, des films commerciaux, Commerciaux, je pense. des films commerciaux dont tous les décors étaient faits à la main. Et la DA, elle était hyper posée. Ouais. J'ai candidaté en candidature libre, ils m'ont rencontré et je suis arrivée à l'ancienne, genre meuf des années 80 avec un portfolio et plein de dessins. Ouais. Tout ce que j'avais fait depuis que j'étais adolescente, quoi.
Ils m'ont dit non, et finalement, leur conceptrice-rédactrice, donc celle qui s'occupait d'écrire les voix off et les scénarios, est partie de la société. Ok. Ils m'ont rappelé. Et en fait, moi, mon premier métier, ça n'a pas été de faire des décors, ça a été d'écrire les films. D'accord, ok. Voilà. Parce que tout le monde m'appelle la déco, mais c'est... Oui, oui. C'est pas comme ça que t'es rentré dans Non, le pas du milieu tout. de l'audiovisuel et tout. Exactement. Ça veut dire qu'avant, tu dis que tu as découvert le terme audiovisuel assez tard, enfin 24 ans. Ça veut dire qu'avant, quand tu fais ton bac art plastique, tu vois, ou quand tu quand tu veux aller en école d'art, c'est quoi ton objectif, tu vois, à ce moment-là? Est-ce que tu as une vision de ce que tu veux faire Du coup, moi, mon objectif, c'était et c'est toujours d'être artiste. À travers des... J'avais pas vraiment d'idée, je me disais pas je veux être artiste multimédia, transdisciplinaire, sculptrice, plasticienne, j'en avais aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui est univers graphique très fort, notamment à travers les artistes musicaux, ça m'a toujours genre happé de ouf. Et que à côté de ça, au niveau de l'art contemporain, tout ce qui était installation, ça m'a toujours parlé également. Ouais. Et ce qui m'a énormément attirée, c'est une artiste qui s'appelle Sophie Calle, qui elle travaille sur les autofictions avec la thématique du voyeurisme, etc. Et l'autofiction, en fait, normalement, c'est un registre plutôt dans la littérature. Tu pars d'un récit existant et tu construis un peu de la fiction, et la limite entre le réel et la fiction n'existe plus. Et elle travaillait ces petites histoires en mêlant photos, parfois vidéos et texte. D'accord. Ou interview ou anecdote. Et ça, j'adorais. Ouais. Et je sais pas du coup trop ce qui s'est passé, mais je sais que quand j'ai découvert l'agence qui m'a du coup accueillie en tant que conceptrice-rédactrice, ça réunissait un peu toutes ces choses. Ça réunissait tout ce qui était scénaristique, ça réunissait tout ce qui était scénographique et ADN aussi. Ouais. Et à l'époque, mon Dieu, il y a 10 ans, il y avait un peu la trend des univers très très pop, très très flash, tu sais, sur fond colorama, avec des trucs peints en ton sur ton, machin. Moi, j'ai commencé à l'époque où c'était la trend un peu de ça. Okay. Non, ça a évolué, thank God. Mais voilà. Aujourd'hui, pour avoir un travail similaire au tien, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une quantité de métiers similaires au tien à partir d'une formation classique? Moi, je suis d'avis de manière générale et indépendamment de mon métier qu'en fait, la formation qu'on fait, c'est des cartes. Oui. Et après, tu construis la pyramide que tu veux en rajoutant des cartes qui viennent d'ailleurs ou pas. Ouais. Ou en fait, si notre vie et qui on est se limitait aux cartes qu'on te donne durant ta formation, en fait, il n'y aurait rien de personnel. Et même tous tes choix, que ce soit dans la création ou pas, ils seraient hyper cloisonnés, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, non. En fait, par exemple, dans la fiction, c'est ultra cloisonné, les postes. Quelqu'un qui... et dans l'écriture scénaristique, peut pas être dans le décor. Dans le décor. Tu peux, quand t'es réel, tu peux avoir des vibes de ce que t'imagines un peu comme déco, mais... Mais t'es pas... Non. T'es pas chef déco, quoi. Ah non. Et d'ailleurs, c'est un gros frein. Dans la région, ça arrange pas mal parce que je suis un espèce de clé en main. Ouais. Donc c'est un plus, c'est aussi un moins. Et c'est un moins pour t'exporter. Ah oui, genre sur Paris, des choses comme ça, c'est compliqué de... Sur Paris, quand je travaille à Paris, c'est avec des agences de pub que mon profil, du coup, arrange. Mais en revanche, dans des sphères un peu plus pointues, avec des gros guillemets, ça va être dans le luxe ou autre. Oui. Une fois, je sais qu'on m'a sollicité sur du décor et il y avait une problématique de budget. Et j'ai dit, sinon, il y a une solution, c'est de le faire en miniature, clac, clac, clac. Et au lieu d'avoir des humains en plein pied, on a des mains. Voilà. Oui. Et ils m'ont rayonné, ils m'ont dit « Ah, t'es réel ?» Ouais. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que mon métier peut exister parce que je suis dans une ville et dans un réseau qui m'a accueilli, tu vois. Oui. Donc, c'est compliqué à exporter. Okay. Ou si je l'exporte, c'est genre pour être déco et en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Parce que c'est pas lié à entre guillemets l'étiquette métier que tu portes en premier plan ou les gens pour lesquels ils te connaissent facilement qui fait que on t'appelle pas pour les bonnes choses ou pour des métiers qui te permettent pas d'être aussi polyvalente que tu pourrais, tu vois.
pense que les gens mettent pas la bonne étiquette sur mon métier parce que moi-même, je sais pas quelle étiquette mettre sur mon métier. Et j'ai capté, mais ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 1 mois que j'ai capté qu'en fait, au lieu d'utiliser les étiquettes des métiers existants, le plus simple, c'était de faire une phrase pour expliquer ce que je faisais. Mais ce qui est bien avec tous les métiers que je fais, c'est que j'ai aucun problème à ce qu'on m'appelle en one shot sur, par exemple, pour faire que de la déco, ou pour faire que de l'écriture, ou pour faire que de la DA et pas suivre le projet jusqu'à la production, etc. En fait, c'est un atout parce qu'on peut m'appeler pour plein de choses, mais généralement, en tout cas, ce que je mets dans mon book, c'est les choses où j'ai fait du clé en main, quoi. Ouais. Donc, tes métiers, t'es amené à voir toutes les phases de production d'un projet. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu te surprendre sur certains projets, en bien ou en moins bien, que ce soit dans l'organisation ou dans les personnes avec qui tu as pu travailler, tu vois? Au début, quand j'ai commencé, oui, tout m'étonnait tout le temps, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait aussi ce truc de la découverte. Et aujourd'hui, je suis un peu moins étonnée et surprise parce que je travaille toujours dans le même réseau pour soit les mêmes annonceurs, soit les mêmes agences. Et du coup, c'est un peu rodé. Je travaille souvent avec les mêmes personnes, ce qui est très bien, mais du coup, il y a aussi des inconvénients comme le fait d'être moins challengé. Oui. Ou alors, je m'auto-challenge, du coup, sur des décors, des choses comme ça. Tu considères que tu es moins challengé par les projets qui t'arrivent que les années précédentes, c'est normal. Et donc, tu es obligé de faire ce travail de challenger toi-même? Je le fais tout. En fait, je réfléchis jamais, quand j'écris quelque chose, je réfléchis jamais à est-ce que je vais savoir le faire. Je pense à ça à partir du moment où je dois faire mes devis et vraiment rentrer dans le concret en mode si tu veux faire ça, combien ça va coûter? Et quand je réfléchis à combien ça va coûter, je me dis aussi à comment tu vas le faire pour savoir combien ça va coûter. Oui. Et donc, ce que je fais, c'est soit je m'entoure de gens qui savent faire et qui me prennent en assistante et du coup, j'apprends. Oui. Soit une force au fond de moi me dit ça, tu vas réussir, c'est bon, hein, et après, ce qui donne lieu parfois à des grosses nuits blanches parce qu'en fait, non. Ça prend un peu plus de temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, je suis pas très optimiste dans la vie, mais bizarrement, sur tout ce qui concerne le tangible, je suis toujours en mode si. Et je sais pas d'où ça vient parce qu'il y a ce paradoxe entre si ça va aller, tu vas savoir faire. Et ce truc en mode je suis nul, je sais rien faire, machin, nanani, nanana, donc c'est assez drôle. C'est purement pas lié à ta passion pour ton métier qui fait que tu dis que peu importe, tu vas réussir à surpasser, à trouver la bonne solution, parce que c'est pas un peu lié à ça? Ouais, je pense que c'est lié à ça, et aussi je suis entourée depuis que j'ai commencé par un chef constructeur qui est très agile, qui est très malin, qui est plurimatériaux, et si j'ai un problème, je sais que je peux l'appeler pour un conseil. Ouais. C'est con, hein, mais en fait quand t'es entouré, ça change tout. Et également, je sais que en fait, les autres métiers peuvent, si tu en discutes en amont, sauver une carence sur, par exemple, la déco. C'est-à-dire, moi, je travaille à fond, principalement avec les chefs-op, parce que c'est bête, mais la manière, par exemple, un plan de feu de chef-operie va déterminer, quelle empreinte au sol mon décor peut faire, quelle hauteur il peut faire, s'il y a des suspensions, est-ce que je peux me fixer là? Non, parce qu'il y a les lights, ok, comment je dois me fixer? Est-ce que ça va faire des ombres, etc., etc. Donc en fait, outre l'esthétique, etc., il y a quand même tout un truc très pur et dur, logistique. Pur et dur, un peu régie, mais accès déco, je sais pas comment expliquer. Et je crois que c'est un métier d'ailleurs dans la déco, mais que je ne connais pas. Mais en tout cas, pour revenir à ta question de base, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Oui. Au tout début, quand j'ai commencé en agence, on a fait pas mal de publicité. On avait un client qui faisait des potagers d'intérieur. D'accord. Et pour ça, on devait manipuler de la nourriture. Oui. La nourriture de tournage, après, tu la jettes parce qu'en fait, quand elles s'en sortent, par exemple, c'est que ce soit des conserves, parce que j'ai fait des conserves aussi. Des conserves qui dansent. J'en ai fait des choses, dis donc. J'ai fait danser des conserves. Mais les conserves, dès lors qu'elles sont sorties du circuit, c'est compliqué même à une association de les donner. Ah ouais, même à une asso? C'est étonnant. Okay. Bon, en tout cas, à l'époque. Du coup, tu fais des maraudes. Le dimanche matin, tu vas distribuer les conserves parce que ça, tu peux. Mais sinon, si tu passes par une association pour qu'elle les redélivre, c'est compliqué. C'est compliqué.
Et les trucs périssables, genre les bananes, les fruits, les trucs, les machins, pareil. Là, j'ai fait un tournage il n'y a pas longtemps et j'avais fait un étal de marché où il y avait orange, citron, pomme, enfin voilà. Oui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé directement à la personne qui s'occupe de récupérer mes déchets Oui. s'il faisait pas une ronde le soir, parce que je sais qu'il bosse de nuit, et si il connaissait pas des gens que ça pouvait intéresser, il a tout repris parce que je sais qu'il va le donner. Oui. J'en ai donné aussi à mon chef constru qui connaît des gens qui sont un peu dans le besoin, etc. Sinon, tu jettes, en fait. Ouais, le gaspillage, c'est assez ouais. choquant. Ouais, et ça, c'est une vraie question, en tout cas dans les métiers de la décoration aujourd'hui, le côté écologique. En fait, il y a chacun fait ce qu'il peut, en fait, faut pas être trop dur, mais des fois, t'écris ou tu travailles pour des annonceurs qui ont une démarche RSE, donc très axée écolo, etc. Mais qu'en sortie de vie, tu mets sur une ligne sur, c'est tant en plus pour que les feuilles de décor soient recyclées, donc il y a un post-traitement, ou qu'elles soient données à une association qui récupère, mais qui doit faire la route, donc il faut dédommager, elle préfère que tu les jettes à la benne. Parce que ça coûte cher d'être écolo, en fait. Ça rajoute des lignes dans le devis et les lignes Bah, passent pas, quoi. C'est les premières lignes qui sautent. Exactement. Donc moi, je sais qu'il y a encore 2 ans, je laissais le choix. Oui. Maintenant, un peu moins. Donc on a vu un peu ton parcours, etc. Maintenant, ça fait quoi, 10 ans que tu fais ce métier. C'est quoi le projet qui t'a le plus marqué dans ces 10 années, rétrospectivement? Je crois que c'est le premier gros budget que j'ai eu en freelance. Ouais. Et du coup, le décor le plus gros que j'ai fait en termes d'amplitude au sol, avec le plus de petits tricks et de contraintes. En gros, j'ai été sollicitée par une marque de course à pied de chez Decat à l'époque, donc c'était à 8 ans, qui m'a demandé en fait d'imaginer pour un shoot photo l'univers d'une basket à destination des femmes qui ne sont pas dans la performance sportive mais plutôt dans l'entretien et pour qui le sport représente un peu un échappatoire, une pause dans leur vie. Voilà, un moment de bien-être pour de l'entretien plus que du sport. Du coup, j'ai imaginé tout un univers assez onirique avec des roses un peu poudrées. Rien à voir entre... C'est une femme, donc il y a du rose. Hein. Ça n'a rien à voir. La basket était rose. J'ai juste aligné les planètes. Non, mais je tiens à le dire. Et voilà, à l'époque, j'avais fait des arches, des choses qui s'inspiraient pas mal de choses assez antiques, mais de manière très minimaliste, avec des baskets qui flottaient dans les airs, etc. Et ma cliente, après le shoot, m'a dit « Est-ce que tu serais capable de faire ça, mais à taille humaine ?» Donc on parlait de décors qui étaient miniatures, vu que moi je suis passionnée par ça, comme ça. Et là, il fallait que je le fasse pour faire rentrer un humain dedans. D'accord. Du coup, ces décors miniatures avaient quelque chose de très grandiloquent. C'est-à-dire que les espaces semblaient hyper aérés et vastes par rapport aux produits. Et du coup, la grosse contrainte, c'était comment avoir cette même atmosphère un peu légère et vaste et apaisante, mais avec un humain qui fait 1m70 dedans. Et donc du coup, là, j'ai dû trouver un prestataire qui m'imprime un faux ciel que j'ai fait réaliser par une graphic designer. Parce qu'en fait, c'est une HD, donc ça demande des compétences... en tout cas, pour les définitions et la qualité de l'impression, il faut que ce soit fait un peu sur mesure. Ça lui a fait cramer son ordi. Feu, vraiment. Tellement le truc était énorme. Ça faisait 8 mètres de haut par 16 mètres de long. Installé en triptyque un peu, genre comme ça, tac. Et tout le film était filmé avec un bras motorisé. D'accord. Qui mêlait un peu des top shots ISO, des mouvements. Il y avait une danseuse qui déambulait dedans. Et en fait, il fallait que les murs, qui étaient des arches, tiennent sans équerre au système de maintien. Donc en fait, j'ai dû penser des arches en 3 dimensions, pas en panneaux découpés. Donc en fait, on a dû créer un système avec un contrepoids caché dans le coffrage des arches. Il y avait des tables miroirs, mais en eau. Donc du coup, on a dû fabriquer
qui étaient des cylindres. On a dû fabriquer des choses étanches et j'ai écrit un rideau de sable qui laisse découvrir la chaussure. Donc là, ça a été pas mal de tests avec un petit levier, etc. etc. Ok. Et en fait, ça a demandé que je m'entoure du jour au lendemain. Donc franchement, ça faisait 5 mois que j'étais freelance. Ouais. 2 semaines avant, je découvrais la différence entre un hors-taxe et un TTC. Ok. Il y a un gap, quoi. C'est ça. Là, et là, une giga prod. C'est ça. Et là, je me retrouve du coup à... comme d'hab, en fait, je dessine. J'estime que la technique ne doit pas être un frein à l'imaginaire. Donc j'imagine, j'appelle mon chef construit en mode ça peut rentrer dans autant, ça peut rentrer dans autant. Il dit bah oui, ça peut rentrer, ça peut rentrer. Enfin, tu sais bien, on peut tout faire rentrer. Lui, il est optimiste. C'est un bon. Tout est bien rentré. Ouais. Mais tu vois, c'est le set que j'avais envisagé, il devait être tellement genre apaisant que j'ai rajouté du sol au studio. Okay. Ouais. C'est-à-dire en profondeur, j'avais 21 mètres de profondeur. Et en hauteur, du coup, j'avais 8 mètres de haut pour le recul caméra de ciel. Et en amplitude au sol, le décor faisait, il me semble, écarté, parce qu'en fait, c'était un décor envolé. C'est ça, 16 mètres. Ok. Voilà. Du coup, ça, c'était marquant parce que, en fait, je me suis retrouvée à écrire des scènes du film, à faire la conception des décors et du coup tous les systèmes de comment ça tient, etc., à trouver des prestataires pour l'accroche des bâches, pour l'impression des bâches, pour la création du ciel, à gérer les livraisons de bois, enfin forcément, tu vois, à trouver les lieux où construire ce décor géant, etc., etc. Et tout ça en 2 semaines et demie. Tout fait dans ce projet, t'es vraiment... Enfin, tout fait. Tu t'es entouré, mais t'as dû t'entourer forcément. Ouais, de ouf. Mais t'as bossé sur toutes les étapes de ce projet. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est un peu frustrant, parce qu'en crédit, je suis notée en set design. Et en fait, là, je crois que c'est la première fois que je me suis dit et ça m'a fait mal au cœur. Oui. Et j'ai ressenti qu'il y avait un truc qui allait pas trop. Et en fait, être noté en déco quand t'as un peu écrit des scénettes qu'il y a dans le film. C'est réducteur par rapport à la quantité de travail et la nature du travail que t'as fourni, quoi. C'est ça, et c'est même pas un truc c'est pas du tout de l'orgueil en mode attends, mais moi, je veux un poste. C'est même pas de l'orgueil, c'est vraiment un truc de il y a un problème parce que là, les gens vont croire que j'ai fabriqué les décors. Sauf que ça, genre, j'ai été assistante de quelqu'un qui a fabriqué les décors. Oui. Du coup, c'est trop pas compliqué. Après, j'ai découvert le terme production designer. Et après, j'ai repris le terme conceptrice-rédactrice que je n'osais pas porter. Je me sentais pas légitime. Alors, c'est par ça que je suis rentrée dans l'audiovisuel. Ouais. Donc, tes projets, tu les conçois de façon... tu les imagines, mais tu les conçois aussi à la main. Où est-ce que tu peux faire ça Et du coup, j'ai un atelier à Fives où je peux construire tout ce qui est petit décor avec matériaux propres, donc plus de l'ordre des arts plastiques. D'accord. Et sinon, dès lors que c'est du gros œuvre, donc ébénisterie, là, c'est chez Marco Talu à Lambersart, il a son propre atelier. Et ça rentre toujours. Des fois, c'est dans son salon aussi, ça dépend. Il stocke des trucs directement chez lui. C'est ça. Mais en tout cas, toute la partie où j'ai pas de lacune en termes de compétences sur le making, c'est dans mon atelier. Ok. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller en immersion dans l'atelier de Lola, découvrir un peu son univers. Et voilà, bienvenue dans l'atelier de Lola. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis ici. Et ici, on est en fait dans un espèce d'atelier collectif. Où à l'étage, on a des photographes, des architectes d'intérieur, des illustrateurs, des musiciens. Il y a aussi un atelier céramique qui est celui de Anne Breton, qui est également ma propriétaire, et un studio photo de Paul Talon, qui est également mon propriétaire. Et aussi un énorme atelier de scénographie de celui de Arnaud, qui fait de la scéno de théâtre. Voilà. Et du coup, moi, je coupe cet espace avec Marine, qui travaille dans le spectacle vivant. J'ai toute cette partie. Et cette partie, ça me sert autant de stock déco. Donc ici, tout est rangé un peu par ordre d'usage. Là, c'est tout ce qui va concerner les maquettes, les marionnettes de films d'animation. Ici, ça va être tout ce qui est gros œuvres et chaînes et accroches. Là, j'ai toutes mes peintures. Là, c'est pas mal de livres que j'ai lus sur l'anime ou comment rédiger un scénario, etc.
Là, c'est mon espace de travail PC/construction. Je vais en aménager un deuxième parce qu'en fait, ce qui est super chiant quand tu travailles et sur ordi et en construit, c'est qu'à chaque fois que tu dois travailler sur ordi pour faire une reco ou écrire un concept, tu dois tout lâcher, tout se chiant. Et là, pareil, c'est du stock polystyrène, c'est ce qui me sert à sculpter des choses, des fausses pierres, j'en ai pas là d'ailleurs. Pareil ici, gros outillage. Il y a plein de trucs, j'ai même des caisses qui servent à rien, genre. Props divers. C'est des trucs que j'ai pas réussi à ranger. Et dedans, genre, c'est nul, c'est de la merde. C'est une caisse à part. Non mais, il y a des balles rebondissantes. Et du Mila, super cool pour faire des effets caustiques à la cam. Quand tu mets la... c'est la version cheap des effets caustiques, parce que normalement tu dois mettre un bassin d'eau. Mais avec du Mila, t'arrives à avoir un effet similaire. Voilà. C'est intéressant, hein. Bah ouais. Donc voilà, bienvenue. Bon, tout ça regroupe plusieurs ateliers de plusieurs personnes. C'est quoi le mot pour qualifier un peu Je pense que c'est sur le modèle d'un coworking, mais avec quand même un recrutement des locataires qui ont une pratique beaucoup plus artistique que... comment dire ça c'est plus des artistes que des marketeurs ou des publards en fait. Okay. C'est plus vraiment artistique que commercial. Ouais, c'est ça. Okay. Même s'ils vivent de ça, c'est leur métier quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, parce qu'en fait je voulais pas me retrouver dans un lieu justement avec des gens qui étaient dans les mêmes secteurs d'activité que moi. Je voulais vraiment trouver un lieu où on a des gens qui sont des artistes, qui ont d'autres manières d'approcher les choses qu'ils mettent en scène, que ce soit à travers la photo, la scène. Tu dirais que ça t'aide d'avoir d'autres personnes que des personnes de ton milieu pour t'inspirer? Ouais, c'est quand même plus intéressant dans la mesure où ils sont pas câblés pareil. Oui. En fait, et le fait que les gens qui ont une pratique artistique soient câblés comme des artistes et pas comme des publards, fait qu'ils ont une approche beaucoup plus, je pense, sincère. Et il y a une grosse place qui est attribuée au sens et pas juste à l'esthétique. Dans la pub, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup d'esthétique qui met en lumière, par exemple, des atos de produits, des choses comme ça, mais on raconte pas la vie, on raconte un produit. Donc c'est très différent. Donc ouais, ça m'aide parce que ça me met aussi les pieds sur terre et ça me rappelle aussi pourquoi j'ai fait ce métier à la base. Donc c'est cool quoi. Ouais. Voilà. Tu dirais que cet espace, genre, ça te représente un peu? Ouais, carrément. Bah alors en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est très coloré et assez joyeux. Et que moi, je... pas très... je suis joyeuse, hein, mais je me dis pas... Voilà. Ouais, en fait, quand je rentre dans cet atelier, ce que j'aime bien au niveau de la déco qui se fait un peu malgré elle, finalement, c'est qu'il y a un côté très enfant, je trouve. Enfin, c'est très peps, très coloré, ouais. Tout, tu vois. Et même tous les repères que j'ai, que ce soit les affiches ou les petites constructions ou les trucs qui servent à rien, genre ça. Éléments déco. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça me ramène à quelque chose de plus... une base, peut-être, je sais pas. Ça retrace un peu tout ce que j'aime dans ma vie depuis que je suis petite, ou même aujourd'hui en tant qu'adulte, ça n'a pas beaucoup changé. Forcément, mes rêves, c'était pas Peppa Pig à l'époque, hein, donc voilà, mais ouais, il y a des images de DBZ, de Beetlejuice, la version dessin animé. Il y a plein de trucs, c'est un peu comme un mood de rappel, quand genre... ça m'aide à pas m'éloigner de ce que je veux vraiment faire et de qui je suis, je crois. En fait, ça te représente totalement, quoi. Ouais, c'est un reflet de toi. Une partie. Ouais, ok. C'était vraiment important pour toi d'avoir un lieu à part pour travailler, pour te mettre dans un élan? En fait, j'ai eu au tout début, quand j'ai commencé à être dans ces métiers-là en indépendante, parce que moi j'ai commencé en agence, donc j'avais un lieu avec des patrons et des gens et tout. Et quand j'ai commencé à être en indé, en fait, mon lieu de vie était mon atelier. Ce qui a donné lieu à des dérives de type « Tiens, j'arrive pas à dormir très tard, il est 4h du mat. » Et si je commençais à bosser? Et en fait, le fait est que je bossais du lundi au dimanche et je m'enfermais un peu dans un truc où dès que j'étais réveillée, café et direct l'ordi. Tandis qu'en fait, le fait de devoir me déplacer dans un tiers-lieu fait qu'en fait, genre de 7h30 à 9h, je fais rien. Et avant, c'était pas le cas. Donc après, tout, la work alcoolique, la zinzin. Ça met vraiment un cadre.
Ouais, ça met grave un cadre. J'ai eu un premier atelier qui était dans un autre secteur où là, je louais une cuisine. C'était pas l'idéal. Et tout le monde venait se servir des verres d'eau. J'étais en mode bonjour. J'étais en train de bosser, c'était trop bizarre. Ouais. Ensuite, j'ai eu un autre lieu. Ouais, j'ai occupé un espace de coworking, mais là avec des profils beaucoup plus entrepreneurs, start-upers. Plus business. Ouais. Et il y avait un décalage. Oui. J'avais un peu l'impression d'être la chelou de la bande, comme au collège ou au lycée. Genre, meuf cringe. Meuf cringe rebelle, tu vois. Oui. Et là, j'ai atterri là il y a 1 an et je pense que j'ai un peu trouvé ma place de par les gens qui sont ici et aussi le fait que je puisse étaler mon univers, qui n'est pas le cas ailleurs. En parlant de tes projets, de la culture de l'image, on a fait un petit jeu, un jeu des 7 différences, avec justement tes projets et les visuels de tes projets. Ah, ça va, c'est cool. Oui, on a repris ton portfolio, on a pris les visuels, on a fait des petites différences sur ces visuels-là. Et le but, c'est que toi, tu retrouves les différences par rapport à tes projets. Donc, on commence avec la première image. Donc, pour te dire, à chaque fois, ce sera en 2 phases. Tu as une première phase où c'est juste l'image modifiée. Et si jamais tu ne trouves pas, il y a une deuxième phase où il y a l'image d'origine et l'image modifiée. Oh, voilà. C'est sympa. Donc, voici la première image, donc, qui est sur la fameuse production dont tu nous as parlé, avec les arches. Tout à fait. Très, très jolie. Est-ce que tu vois des différences là déjà? Ouais. Alors, premier plan bord cadre, il y a un cylindre bas qui n'existe pas. Bord cadre gauche, pareil. Il y a des oiseaux dans le ciel en arrière-plan. Il y a un espèce de truc, on dirait la laitière Danone. Un pot de chambre. Un pot de chambre devant la colonne. Oui, ça fait 4, c'est ça? Ouais. Il y en a 7. Il y en a 7 au total, ouais. Le cube là-bas. Eh, dis donc, la 3D là, ça. Attends, oh, putain. Mais genre, je vais pas le voir. Attends, il y a une colonne là. Ah, il y a l'escalier qui est pas là. Ouais. Il y a un escalier sous là. Ça fait 5, c'est ça. Il en manque 2. Il y a un bout du ciel qui me manque sur la. Ah non, c'était mon mur. Non, autant pour moi. Il manque un rideau. Non, il manque pas un rideau. Non. Il manque Plus une ou colonne. moins. Ouais, c'est ça, il manque une Il colonne. manque une colonne. Et est-ce que le vase, il a pas été déplacé? Non, la table. c'est pas ça. Ah bah tu vois, en revoyant l'image, je l'aurais mis sur la table de droite, pas sur celle de gauche, ouais. Je trouve que ça chevauche. Il y a un bout du drap qui passe derrière le canapé. Non, c'est pas ça. C'était En déjà fait, là, je sur suis la en rêve train de base. nommer tous Oui. les défauts de déco qu'il y a sur mon projet. Ouais, c'est vraiment ça. Tu revois ce qui va pas et puis t'es en train de... Et donc la déco était pourrie là-dessus, hein. Ah, Mais il ouais. t'en reste qu'une. Il m'en reste qu'une, hein. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a été rajouté sur la table? Si, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Waouh. C'est la 7ème. Enlevé. Enlevé. Il y a un truc qui a été enlevé sur la table. Eh ben, écoute Lola, merci pour ta participation à ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, ça m'a bien amusé. Ça va, ça t'a plu? Ouais, carrément, j'ai bien rigolé et moi j'aime bien rigoler, alors je suis contente. Non, merci à vous, c'est cool et c'est toujours intéressant de partager avec des personnes qui entrent dans ces univers ou qui se prédestinent à ces univers. En tout cas, de mon point de vue et je pense de notre point de vue à tous, c'était très intéressant. Donc, merci à toi. Si vous voulez plus d'infos sur le travail de Lola, on vous met ces liens en description pour découvrir un peu plus de son travail. Et puis, à bientôt sur Behind.